Allez, c'est parti pour l'examen de capacité 2016. L'entreprise, problème 1, l'entreprise. Donc le problème 1, l'entreprise Joseph Trans est une SARL basée à Lyon, 69 dans le Rhône, spécialisée dans les transports pour le secteur du bâtiment et des travaux publics. Elle est dirigée par Monsieur Joseph. Elle vous a embauché comme gestionnaire de transport. En 2017, un chantier portant sur l'extension d'un site industriel et la construction d'un giratoire sur la voie publique d'accès à ce site va démarrer à Albertville en Savoie. Joseph Trans est sollicité par le maître d'œuvre est sollicité la société Avico pour l'exécution des prestations suivantes pour une durée de 3 mois. Fourniture de 3 véhicules, carrosserie Ben, équipés de chrono tachygraphe numérique avec 3 conducteurs attitrés, Alain, Claude et Pierre, pour les rotations à la journée sur la zone nord du chantier. Fourniture d'une pelle mécanique sur chenille manœuvrée par Florent pour les terrassements sur la zone sud du chantier. Question 1. En qualité de gestionnaire de l'entreprise, vous décidez de vérifier la validité des permis de conduire CE des 3 conducteurs qui seront affectés au chantier âgés de 30 à 61 ans. Alors, précisez la périodicité des visites médicales. Donc, question 1. Donc, visite. Donc, alors, jusqu'à 60 ans. 60 ans. La périodicité est de 5 ans. De 61, enfin de 60, à partir de 60 ans jusqu'à 75 ans. Donc plus de 60 ans jusqu'à 75 ans, ce sera de 2 ans. Et au-delà de 75 ans, il faudra faire la visite médicale tous les ans. Question 2. Les rotations quotidiennes des 3 véhicules relèveront-elles de la réglementation sociale européenne, donc la RSE, relatif au temps de conduite et temps de repos à l'utilisation des chronotachygraphes? Donc la réponse, alors je vais enlever. La réponse c'est oui. Question 2, oui. Donc elles sont soumises à la RSE. Alors d'une part, parce que c'est des véhicules de plus de 3,5 tonnes de PMA. Et d'autre part, ils vont circuler sur la voie publique et privée. Donc pas uniquement sur la voie privée. Donc la RSE s'applique. Question 3. À partir de l'organisation du travail décrite en annexe 1, vous devez établir les plannings des conducteurs que vous communiquerez aux clients en tenant compte des législations diverses. Donc l'annexe 1. Annexe 1, où est-elle? Annexe 1. Annexe 1. Alors on nous dit le travail sera organisé de la façon suivante. Prise de poste à Albertville le lundi à 10 h. Les autres jours, prise de poste à 7 h. Fin de prise de poste à Albertville et vendredi après-midi. Hébergement dans un gîte à Albertville pour les prises des repos journaliers des lundis au jeudi. Celui du vendredi au samedi sera de 11 heures consécutives au domicile des conducteurs. Repos hebdomadaire pris au domicile de chaque conducteur. Durée maximale d'une journée, 24 heures à compter de l'heure de prise de poste. Les conducteurs Alain, Claude et Pierre habitent à proximité du siège social de Joseph Trans. Ils disposeront au siège social de Joseph Trans d'un véhicule de service pour se rendre à Albertville et revenir. Florent habite Valence, dans la Drôme. Il utilisera son véhicule personnel pour se rendre directement
de son domicile sur le chantier en début de semaine et revenir en fin de semaine. Donc voilà l'annexe 1. Alors, petit a, quelle est la nature du temps de trajet de 2 heures entre Lyon et Albertville réalisé avec le véhicule de service en fin de semaine? Et ce temps de trajet doit-il être enregistré sur le tachygraphe? Alors, petit a, donc le temps de trajet passé à bord du véhicule donc, est considéré comme du travail lié à l'entreprise. Donc c'est du temps de service. Donc 2h30 de Lyon à Albertville, il y aura 2h30 pour le trajet Lyon-Albertville. Donc qui devra être enregistré. Enregistré sur le taquis. Enregistré en autre tâche. Autre tâche. Donc marteau. Sur le taquis. Ensuite, petit b, à partir des éléments de l'annexe 1, déterminer l'heure maximale de fin de poste des conducteurs Alain, Claude et Pierre le vendredi à Albertville. Alors, comme leur prise de poste est le vendredi à 7 heures, le début de leur prise de poste, alors comme début vendredi 7 heures et qu'une période dure. Alors, une période dure 24 heures. Donc, en retirant les 11 heures de repos journalier, donc en fait c'est la nuit de vendredi à samedi, comme il y a 2 heures de trajet, donc en plus il y a 2h30 de trajet entre Albertville et Lyon, donc ils devront quitter le chantier donc à 17h30. Ils devront quitter à 17h30 le chantier. Ensuite, petit c. Donc ça c'était le B, le petit c. On nous dit la société Avico demande à Joseph Trans de prévoir en cas de retard du chantier 1 à 3 semaines, en cas de retard du chantier 1 à 3 semaines comportant plus de 5 jours d'activité. Au regard de la RSE, cette cause peut-elle être acceptée? Justifiez votre réponse. Donc oui, elle peut être acceptée, car dans le transport, nous pouvons travailler sur 6 périodes par semaine. 6 périodes de 24 heures par semaine. Question D, petit d. Alors, petit d, préciser les conditions de récupération d'heures générées par un repos hebdomadaire réduit, donc inférieur à 45 heures consécutives. Donc, si le repos est réduit, donc inférieur à 45 heures,
Donc le manquant, pour aller jusqu'à 45 heures, donc lui, il doit être récupéré. Lui, il doit être récupéré dans un délai de 3 semaines. Donc, il doit être récupéré avant la fin de la 3e semaine et il doit être récupéré, ce manquant, accolé à un bloc de 9 heures minimum. Cette opération, il peut la faire une semaine sur 2. Ensuite, petit e, quel pictogramme correspond à l'enregistrement du temps de pause dans le tachygraphe numérique? Donc là, la pause, c'est le lit. Ensuite, question 4. 1, 2. La question 4. Et là, la question 4. Donc ça, c'est fait. Question 4. Au vu des documents collectés en fin de semaine auprès d'un conducteur, Monsieur Joseph vous demande d'analyser le transport suivant. Transport réalisé à l'aide d'un ensemble routier autorisé à circuler à 44 tonnes, composé d'un tracteur routier à 2 essieux et d'une semi-remorque benne à 3 essieux. Transport de terre polluée entre le site de démolition d'une ancienne station-service et un site de retraitement des déchets, tous deux situés en région Auvergne-Rhône-Alpes. Chargement effectué à l'aide d'une pelle mécanique par le client expéditeur. Pesé sur cet ensemble à l'entrée du site de déchargement avec émission du ticket pesé suivant. Donc le ticket, il est là. Vous avez l'essieu 1 qui pèse 8 tonnes 850, essieu 2 15 tonnes 500. Le total, 24 tonnes 350. Ensuite, essieu 3, 7 tonnes 30, essieu 4, 6 tonnes 480, essieu 5, 5 tonnes 10, donc le total de la remorque, 18 tonnes 880. Cumul A plus B égale 43 tonnes 230. Alors, ils nous disent, le code de la route a-t-il été respecté en matière de poids total roulant autorisé sur l'ensemble? Donc le PTRA. Alors, question 4. Question 4. Petit a. Donc le PTRA étant de 44 tonnes. Le poids réel, il pèse 43 tonnes 230. Donc sur le PTRA, pas de souci, respecté. Petit b. Petit b, non. Alors ça, c'est pour le PTRA. Ensuite, on nous dit le PTAC en charge d'un véhicule moteur à 2 essieux. Donc le PTAC en charge du tracteur, en fait. PTAC 2 essieux, c'est 19 tonnes. Sauf que là, on n'est pas respecté parce qu'on fait 24 tonnes sur le tracteur, on fait 24 tonnes 350. Donc, pas respecté. Car poids réel égale 24 tonnes 350. Ensuite, charge totale sur un groupe de 3 essieux. Donc, sur un groupe de 3 essieux, le maxi, c'est 27 tonnes. Donc, on est à 18 tonnes sur la remorque, 18 tonnes 880. Donc, respecté. Ensuite,
charge sur un essieu isolé limité au seul essieu le plus chargé. Donc charge sur un essieu isolé. Donc un essieu isolé, alors en règle générale c'est 13 tonnes, sauf que là, comme il a le droit de rouler en 44 tonnes, ce sera 12 tonnes maxi sur l'essieu le plus chargé. Donc là, on voit bien que l'essieu numéro 2, il est là, on est à 15 tonnes 500. Donc, pas respecté. Car 15 tonnes 500 kg. Question B. Donc, petit b. Alors, voilà, je vous montre. Donc, le 1, je répète, le 1, respecté. Le 2, pas respecté. Le 3, respecté. Et le dernier, pas respecté. Le client expéditeur peut-il avoir sa responsabilité pénale engagée? Peut-il justifier votre réponse? Alors, le client expéditeur est co-responsable car il doit connaître les caractéristiques du véhicule et le chargement se fait sous sa responsabilité. Donc, j'ai sauté la question B. Donc là, on va marquer oui. Chargement sous sa responsabilité. Responsabilité. Donc, co-responsable. Ensuite, la contravention, donc petit b. La contravention, la sanction, c'est amende de 4e classe. 4e classe. Par tranche de dépassement. Par tranche de dépassement. Donc, si dépassement de plus de 5%, le véhicule sera immobilisé, bien sûr, jusqu'au déchargement de l'excédent. Ça sera à noter aussi. Donc la question c'est, oui, le client expéditeur est co-responsable car il doit connaître les caractéristiques des véhicules et le chargement se fait sous sa responsabilité. Question 5. Alors, quels sont les 2 documents spécifiques qui doivent se trouver à bord d'un camion réalisant un transport routier de déchets non dangereux, de terres polluées? Donc, il doit avoir la déclaration. Alors, déclaration de transport de déchets. De transport de déchets. Et il doit avoir aussi en sa possession le bordereau de suivi de déchets. Ensuite, question 6. Alors, question 6. Monsieur Joseph demande d'analyser la rentabilité de l'activité BNTP. Vous disposez des informations suivantes. Donc, les montants sont en hors taxe pour 12 mois d'exploitation d'un véhicule. Donc, kilométrage parcouru 80 000 km, nombre de jours d'exploitation 220, carburant 0,22 € du kilomètre, pneumatique 1500 1650 €, entretien 7000 €, financement 11 €, assurance du véhicule 1800 €, assurance des marchandises 255 €, taxe à l'essieu 468 €, charge de structure 120 € au jour, main-d'œuvre 2300 € par mois, chiffre d'affaires 510 € par jour. Alors on nous demande de déterminer le coût de revient annuel d'un véhicule en distinguant les charges variables et les charges fixes du véhicule et les charges de structure.
Alors, on va faire un tableau. On va faire un tableau dans la largeur. Voilà. Question 6. Alors, on nous dit 80 000 km, donc par an, et 220 jours d'exploitation. Alors, on va identifier, donc, charge variable. Alors, on nous dit carburant. Donc, le carburant, donc ici, c'est 0,0220, donc, fois 80 000 km. Donc là, on arrive à 17 600 €. On nous dit pneumatique. 1650 €. Ensuite, on nous dit entretien. Entretien, on nous dit 7000 €. Donc ça, c'est les charges variables. Ok. Alors, charge fixe. Charge fixe. On nous dit financement. Financement 11 000 €. Assurance véhicule. Assurance véhicule 1800 €. Assurance marchandises 255 €. Taxe à l'essieu. Taxe à l'essieu sans S, sans X, pardon. On nous dit 468. Main d'œuvre. Donc la main d'œuvre, c'est 2300 par mois. Donc fois, alors 2300 fois les 220 jours. 220 jours d'exploitation. Alors par 220 jours, hein, c'est pas fois, c'est par 220 jours. Ça nous fait 27 600. Alors, vous avez compris qu'on avait ramené au nombre sur la totalité, hein. Alors, je vais pas marquer fois, je vais marquer par. Donc ça, c'est pour les charges fixes. Et maintenant, charge de structure. Les charges de structure. Tac, on va tirer un trait. Donc, charge structure. Charge de structure, on nous dit 123. 123. Donc 123 € par jour fois 220. Donc ça nous donne 27 060. Voilà. Alors, on tire un trait. Et donc, le total. Donc, les charges variables, 26 250 €. Les charges fixes, 41 123. Et les charges de structure, 27 060.
Donc ce qui nous fait un coût de revient annuel. On additionne coût de revient. Ça nous fait 94 433 euros. Voilà pour le coût de revient. Enfin, le coût de revient annuel. Ensuite, tac, on tourne les deux pages. Et là, on nous demande, toujours dans la question 5, enfin dans la question 6, en déduire le coût de revient journalier d'un véhicule. Et que signifie sa valeur obtenue? Alors, petit b, alors on fait le coût de revient 94 433 que nous allons diviser par le nombre de jours d'exploitation. Donc le coût d'un véhicule, 429,24 € par jour. Que signifie ce résultat? Donc ce résultat, c'est ce que lui coûte en une journée de travail avec les charges en totalité. Donc c'est ce qui lui coûtera son véhicule. Donc qu'est-ce que ça signifie? S'il est au-dessus, il réalisera un bénéfice, mais si son prix de vente est en dessous, il sera en déficit. Voilà ce que ça signifie. Donc en dessous de 429 €, il n'est pas rentable. Au-dessus de 429 €, il est rentable. Calculez le terme kilométrique et le terme journalier pour cette activité. Alors, tac, le terme kilométrique. Terme kilométrique. Donc c'est les charges variables divisées par le nombre de kilomètres. Donc 26 250 divisé par 80 000, ça nous fait 0,328 € du kilomètre. Alors on nous a demandé le terme kilométrique, le terme journalier, terme journalier. Donc lui, ce sont charges fixes plus charges de structure divisé par le nombre de jours d'exploitation. Donc ça nous fait 41 123 plus 27 060. 41 123 plus 27 060. Tout ça divisé par le nombre de jours, 220 jours. 220 jours. Donc ce qui nous fait 309,93 € jour. Petit d, déterminer le seuil de rentabilité de cette activité en nombre de jours. Et que signifie ce résultat? Petit d, alors le seuil de rentabilité. Alors on va calculer le coefficient de rentabilité. C'est égal aux charges fixes plus charges de structure divisé par le chiffre d'affaires moins les charges variables. Donc ça nous fait donc 41 000, genre je reprends là, 41 123 plus 27 060, 41 123 plus 27 000, pardon, 60 divisé par donc le chiffre d'affaires. Ils nous ont dit que c'était 510 € par jour fois 220 jours d'exploitation, moins les charges variables qui sont de 26 250. Et donc ça nous fait 0,793.
Alors, le seuil de rentabilité en jours est égal à 220 jours fois 0,793. Ça nous fait environ 175 jours. Qu'est-ce que signifie ce résultat? L'entreprise commencera à faire des bénéfices au bout de 175 jours. Donc elle travaillera pendant 174 jours, elle ne gagnera pas de l'argent. Au bout du 175e jour, elle va commencer à rentrer, à être en bénéfice à ce moment-là. Ensuite, question, alors 7, question 7, voilà, elle est là la question 7. Dans le cadre de l'obligation de vigilance du donneur d'ordre prévu par le Code du travail, annexe 2, donc l'annexe 2 elle est là, dissimulation, alors ce sont des articles qui vous disent que vous devez travailler avec quelqu'un de correct qui paye ses cotisations à URSSAF. Joseph Trans est périodiquement sollicité par ses clients, entreprises du BTP, collectivités territoriales, pour leur remettre diverses pièces justificatives, dont l'attestation de vigilance. Alors, question A, question 7, petit a, quel est le but, l'objectif de cette obligation? Donc l'objectif est de s'assurer que Joseph Transport paye ses cotisations sociales donc auprès de l'URSSAF. Petit b, pour 2017, l'entreprise Joseph Trans a prévu de faire appel à un sous-traitant, SoloTP, en vertu d'un contrat portant sur les prestations de transport représentant un montant d'au moins 6 000 € hors taxes par mois. L'entreprise sera-t-elle concernée par cette obligation de vigilance? Justifiez votre réponse. Alors oui, à partir du moment où il fait appel à un prestataire de service, à partir du moment où ça dépasse 5 000 € hors taxes, obligation de se fournir l'attestation de vigilance. Donc au même titre que lui, il fournit l'attestation de vigilance, s'il prend un prestataire de service, si ce montant dépasse 5 000 €, obligatoirement, il doit s'assurer, il doit obtenir l'attestation de vigilance auprès de son prestataire de service. Donc voilà pour le problème numéro 1.